Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 10 novembre et voici les titres. Dans le cadre de la modernisation des services de l'État, notre département connaîtra quelques modifications le 1er janvier prochain. Une dizaine de communes changeront d'arrondissement. Le détail dans notre édition. Si l'ensemble du PC Course du Vendée Globe est à Paris à présent, les animations continuent dans notre département. Sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, un chapiteau est même installé jusqu'à dimanche. Conférences et retransmissions y sont proposées. Enfin, ce vendredi sera marqué par les commémorations du 11 novembre. Plus aucun combattant de cette époque n'est encore en vie, mais il existe toujours des témoignages cachés dans les greniers. Georges Marceau a découvert celui de son grand-père et il le publie dans un livre. C'est l'une des grandes réformes souhaitées par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, celle des arrondissements. Elle s'inscrit dans le cadre de la modernisation des services de l'État et prendra effet le 1er janvier prochain. Concrètement, en Vendée, elle va entraîner quelques modifications, notamment pour une vingtaine de communes du nord et du sud du département. Début 2017, elles changeront donc de préfecture ou de sous-préfecture de rattachement. Alors, qui est concerné? Quels sont les différents arrondissements vendéens? Question-réponse avec Samuel Grasset. Une réforme historique, voilà comment Bernard Cazeneuve avait présenté son projet de modification des arrondissements français. C'était lors de son déplacement en Vendée en septembre dernier. Une réforme que le ministre de l'Intérieur inscrit dans le cadre de la modernisation de l'État. Qu'est-ce qu'un arrondissement ? C'est une division administrative, le plus petit échelon de l'État, celui qui est le plus proche des habitants. Chaque département est divisé généralement en plusieurs arrondissements. La Vendée en compte par exemple 3. À sa tête, à chaque fois, un préfet ou un sous-préfet chargé de représenter l'État, de veiller à la sécurité ou de conseiller les élus. Pourquoi une réforme ? Ces derniers mois, les frontières de certaines régions ont changé, certaines communes ont fusionné. Une nouvelle carte des communautés de communes va également entrer en vigueur. Il s'agit donc pour l'État d'avoir une nouvelle carte d'arrondissement cohérente avec ces changements. Quelle modification en Vendée ? Le département conserve 3 arrondissements, mais celui des Sables-d'Olonne perd 8 communes. Apremont, La Chapelle-Palluau, Faleron, Grandland, Maché, Palluau, Saint-Étienne-du-Bois et Saint-Paul-Montpény sont désormais rattachés à l'arrondissement de La Roche-sur-Yon. Les 11 communes du Pays Mareuillais, elles, passent de l'arrondissement de La Roche-sur-Yon à l'arrondissement de Fontenay-le-Comte, qui gagne ainsi 9000 habitants. Quelles conséquences ? Pour le grand public, certaines démarches sont changées. Pour un duplicata de permis de conduire, pour déclarer la création d'une association, les habitants d'Apremont, par exemple, devaient se rendre jusqu'à présent à la sous-préfecture des Sables-d'Olonne. Désormais, ils devront aller à La Roche-sur-Yon. Les habitants du Pays Mareuillais, eux, devront s'adresser à la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte. Les principaux bouleversements sont en fait pour les élus. Les communes qui changent d'arrondissement vont voir en effet leur dossier transféré vers leur nouvelle préfecture ou sous-préfecture. C'est le cas par exemple des dossiers de gestion des risques, des grands rassemblements ou encore de l'organisation des élections. À la Faute-sur-Mer, 17 arbres sont en train d'être plantés sur le nouveau terrain de golf de la commune, en mémoire des victimes de la tempête Xynthia. Ce site n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est à cet endroit précis que 17 maisons ont été endeuillées en février 2010. Je vous le rappelle, 29 personnes ont trouvé la mort, et il était important pour les familles d'avoir un lieu pour se recueillir. C'est également un engagement symbolique fort pris par la commune, en accord avec les associations de victimes. Le golf est un jeu sportif paisible, c'est aussi un paysage. Donc il n'y a pas la volonté de faire du lieu un cimetière ou des marqueurs trop forts. Par contre, il faut qu'on garde cette mémoire, c'est la mémoire de Xynthia. Et un jour de l'année, le jour de la commémoration, le lieu sera fermé au golf et ouvert aux familles qui souhaiteraient s'y recueillir. C'est, si vous voulez, cette association entre le renouveau d'un projet qui est d'une commune et puis en même temps la mémoire qu'elle doit garder. Toujours dans le domaine de la solidarité, il y a quelques semaines, la jungle de Calais a été démantelée et plusieurs dizaines de réfugiés ont été transférés partout en France. Certaines communes, comme Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, les ont accueillis avec l'aide des associations. C'est le cas de la CIMAD qui milite au quotidien pour faciliter les démarches d'obtention de papiers pour tout demandeur d'asile, mais qui propose aussi des cours de français. En tout, dans notre département, 193 personnes y sont inscrites. Une bonne manière de s'intégrer, même si ce n'est pas forcément évident, comme nous l'explique Élodie Pépin.
C'est lui qui nous enverrons trouver que nous enverrons. Rokia Bassani est d'origine marocaine. Durant 17 ans, elle a vécu en Italie. Depuis maintenant 2 ans, elle habite en France. Alors pour mieux s'intégrer, Rokia apprend, ou plutôt revoit, ses bases de français. J'ai inscrit les cours de français parce que j'ai oublié un petit peu le français. Alors je parle l'italien, un petit peu l'anglais, c'est pas beaucoup parce que je l'ai oublié. Maintenant, je commence à me rappeler un petit peu le français. Pour cela que je me suis inscrite dans les cours de français. Comme Rokia, toutes ces femmes ont quitté un jour leur pays pour venir s'installer en France. Venues du Maroc, de Hongrie, d'Arménie, chaque parcours de vie est différent. Ah, le poisson rouge. Lila Khelifati est arrivée, elle, en 2013. Elle a quitté l'Algérie pour des raisons politiques et médicales. Aujourd'hui, cette jeune femme est toujours en situation irrégulière. C'est très difficile. C'est une situation un peu précaire parce que on n'arrive pas à s'en sortir. On n'a pas le droit de travailler. On reçoit 75 € par mois pour qu'on vive. Et comme moi, j'apprends le français je suis dans une situation pour avoir des connaissances pour défendre mes droits. Et si aujourd'hui ces femmes sont arrivées à un si bon niveau de français, c'est grâce en partie à la CIMAD, une association qui a pour but avant tout de venir en aide aux migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Au niveau de la CIMAD, on essaye d'avoir les primo-arrivants. Donc ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte que par la langue, ils puissent s'intégrer, avoir leurs papiers, voilà, parce que c'est compliqué pour eux. Non, Lila, promis, elle n'a pas fait de faute. Des cours qui permettent aux débutants comme aux confirmés d'acquérir chaque jour un peu plus d'autonomie. Et pour lutter contre les clichés qui persistent sur les réfugiés, le festival Migre en scène propose différentes animations à partir de samedi jusqu'à la fin du mois de novembre. Battle culinaire, débats, conférences, projections de films, autant d'animations pour sensibiliser le plus grand nombre à cette question des réfugiés. Cette année, le thème choisi est « Ensemble » et toutes les informations et dates des animations sont à retrouver sur les réseaux sociaux de la CIMAD 85. On ouvre une page Vendée Globe à présent avec cette bonne nouvelle pour le skipper espagnol Didac Costa. Ce jeudi midi, il a enfin pu quitter le ponton de Port Olona et va tenter de rattraper son retard. Comme il le confiait précédemment au micro de Pierre Dalicieux, son but n'est pas de gagner, mais de participer et de boucler ce tour du monde à la voile. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'il a franchi pour la 2e fois la ligne de départ. Prêt pour partir, le bateau aussi. Ouais, je suis très content de partir une autre fois. Ouais, et je suis très heureux. Je remercie toutes les personnes, les pompiers et les équipes qui ont aidé pour partir aujourd'hui. Pour nous, c'est difficile pour réparer ça. C'est une chose fantastique que je peux repartir pour ça. Et cette année, les chiffres de la fréquentation du village du Vendée Globe ont atteint des records. Sur les 3 semaines, 1,5 million de visiteurs ont foulé le sol de Port Olona, dont 350 000 rien que pour le jour du départ. Yves Vinet, président du conseil départemental et de la SAEM Vendée, se félicite de ces chiffres qui ont largement contribué à dynamiser le tourisme à cette période de l'année. Il démontre également l'énorme succès populaire et médiatique de cette course nautique, puisque près de 1500 journalistes du monde entier étaient présents. Et si le village des Sables d'Olonne est en plein démontage, à Paris, au pied de la Tour Eiffel, les tentes du PC Course sont-elles en pleine effervescence? Depuis le départ des skippers le 6 novembre dernier, tous les membres de l'organisation ont pris leur quartier à Paris. Une bonne manière de continuer à faire rayonner cette course et de permettre surtout de centraliser toutes les informations envoyées par les skippers. Ce mercredi soir, Yves Vinet a inauguré ce PC Course avec la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Mais même si tout est à présent centralisé sur Paris, dans notre département, on continue à proposer des animations autour du Vendée Globe. C'est le cas à La Roche-sur-Yon où jusqu'à dimanche, une tente est installée sur la place Napoléon et elle invite les Lyonnais à venir découvrir cette course d'un peu plus près. Ce mercredi, une conférence débat avec Raphaël Dinelli était d'ailleurs organisée pour les élus du conseil municipal des jeunes de la ville. Ils ont eu la chance de poser toutes leurs questions et surtout d'approcher de près l'un des anciens skippers de ce Tour du Monde. Grégoire de Châtillon était avec eux. Quel état d'esprit aviez-vous et était-ce ce à quoi vous vous attendiez? Il y a de quoi être impressionné. Avoir face à soi un aventurier de la mer qui s'est engagé 4 fois sur le Tour du Monde en bateau, c'est juste incroyable pour ses enfants. Je ne m'attendais pas un jour à avoir un skipper juste pour nous tout seuls, quasiment on n'est que 30 pour un seul skipper. Je suis vraiment très content d'avoir cette chance. Et c'est impressionnant, en fait c'est comme si on avait un vrai héros devant nous. Ces enfants sont élus au conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon. Ils représentent tous les établissements de la ville. L'échange avec Raphaël Dinelli porte alors naturellement sur cette course mythique qu'est le Vendée Globe. Il y a des moments de joie, il y a des moments fabuleux, mais il y a des moments où ça va être très dur. J'allais lui demander ce qu'il avait ressenti quand il était arrivé à bon port et qu'il avait terminé la course. Moi, ça me touche évidemment, sans égo et toute modestie, parce que si on leur transmet des passions et qu'ils vont s'épanouir après, on leur a transmis ça et on est là pour ça. Enfin, moi, je suis là pour ça. Comment se prépare-t-on à la solitude? Aujourd'hui, l'ex-skipper travaille sur son projet d'avion du futur et Raoul, avec la fondation Océan Vital qu'il a créée, après la mer, c'est dans le ciel qu'il réalise ses rêves. De quoi encore sûrement impressionner les enfants. On en vient à l'agenda sport du week-end avec pour commencer du football. Samedi et dimanche se tiendront les matchs du 7e tour de la Coupe de France et 5 clubs vendéens sont toujours en lice. Le Poiret-sur-Vie, Challans, Pouzauges et les Sables d'Olonne. Mais le match le plus attendu du week-end est celui des Herbiers qui évolue en national et qui affrontera Orléans, club de Ligue 2. Le coup d'envoi sera donné à 18 h au stade Massabielle. Parlons à présent de basketball avec le match de National 1 masculine Challans-Angers. Le rendez-vous est fixé à 20 h à la salle Michel Vrignot. Du basket toujours, mais du côté des filles cette fois, puisque La Roche-sur-Yon affrontera les Alsaciennes d'Ilkirch-Grafenstaden à 20 h à la salle Omnisport. En ring hockey, le Poiret-sur-Vie se mesurera à Coutras à la salle Montparrière ce samedi. Enfin, en tennis, les internationaux de tennis de Vendée continuent au Vendée Space jusqu'à dimanche. Les finales sont d'ailleurs à suivre sur TV Vendée et plusieurs têtes d'affiche joueront sur les cours comme Benoît Paire ou encore Paul-Henri Mathieu. Ce vendredi 11 novembre sera l'occasion partout en France de célébrer la date de l'armistice signée en 1918. Elle proclamait la fin de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il ne reste plus aucun poilu français encore en vie. Alors, pour garder une trace de cette période et continuer à entretenir ce devoir de mémoire, certains exhument de leur grenier les souvenirs et les confidences de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est le cas de Georges Marceau. Il publie dans un livre le récit de son grand-père qui a vécu cette guerre des tranchées. Pierre Dalicieux l'a rencontré. Nous montons chacun notre sac. Nous attendons l'heure. 4 heures arrivent. Préparez-vous. Alors, nous voilà sortis et nous suivions notre chef de section dans le parallèle de départ. Ces mots ont été écrits par le grand-père de Georges Marceau entre 1915 et 1917. Des mots qui bien souvent décrivent l'horreur. Des mots que ce grand-père avait enfermés dans un tiroir pendant plus de 60 ans. Tout ça était resté enfoui et n'était jamais sorti. Et comme beaucoup de poilus, beaucoup plus qu'on pense avaient écrit leur histoire, ils ont tué leur histoire, enfin c'était enfermé. Ils ne voulaient plus en parler ? Ils ne voulaient pas en parler, ils en parlaient entre eux, mais jamais avec la famille ou la population. Avec ce carnet des effets personnels d'Eugène Marceau qu'il portait sur lui durant cette guerre, des photos, un portefeuille, des effets qui portent les stigmates d'une bataille, notamment celle où il reçut une balle dans le ventre. Donc dans le carnet, vous avez la trousse de toilette, c'est-à-dire ici le miroir, qui a éclaté forcément, qu'il appelait l'as de carreau. Vous avez aussi un peigne dans son étui, mais là on voit que l'étui, le peigne tombe en ruine dès qu'on y touche. Là.
Et puis vous aviez le carnet, un carnet calepin sur lequel il pouvait prendre des notes. Oui, tout ça est parfaitement troué par la balle. Et même le papier à cigarette, troué aussi, donc rendu inutilisable. Si Georges a décidé de retranscrire les écrits de son grand-père au mot près dans un livre avec ceux d'un autre poilu vendéen, c'est parce que les conséquences de cette guerre de 14-18 ont longtemps été soit cachées, soit minimisées. Dans ces témoignages, la parole est au poilu qui était dans les tranchées. On se met à sa place. Ça permet d'avoir une autre vision, une vision beaucoup plus réaliste, réelle, de ce qui s'est passé. De la responsabilité des chefs en particulier. Oui. Parce que ça, la responsabilité des chefs, ça ne peut pas être dénoncé par les chefs eux-mêmes, ni par l'État. Encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Aucun général, aucun colonel assassine ses soldats, parce qu'on a quand même fusillé plusieurs milliers de soldats. Oui. Ouais. Aucun n'a jamais été inquiété. Eugène Marceau est décédé en 1978, à l'âge de 82 ans. Cet ancien poilu ne manquait jamais une cérémonie du 11 novembre, où à chaque fois il se retrouvait entre poilus lors d'un banquet. La guerre, il n'en était jamais sorti. Le temps qui nous attend pour ce week-end prolongé, plutôt mitigé. Les éclaircies seront par intermittence remplacées par la pluie et les températures se situeront entre 6 et 15 degrés au maximum. Le bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ce vendredi, pas de journal, rendez-vous donc lundi prochain avec Samuel Grasset pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée, bon week-end et à bientôt.